Bonjour à tous, ici Thomas Moody et je vais vous parler de photographie. Et aujourd'hui on va s'intéresser encore une fois aux livres photos, mais pas de la même façon que d'habitude. Vous avez peut-être pu le rater, mais les livres photos c'est vraiment mon plaisir, mon kiff en photographie. C'est pour ça que c'est ma bibliothèque qui est le fond de la vidéo et pas mon jardin, par exemple. Et c'est quelque chose que j'apprécie, j'en conseille souvent et ça revient assez régulièrement sur cette chaîne. Mais aujourd'hui j'ai envie de faire un peu différent. Déjà parce que j'aime bien gueuler un peu de temps en temps, et aussi parce que y a des livres qui m'ont déçu, qui étaient vraiment nuls, et j'avais envie de vous en parler, pour que vous ne vous fassiez pas avoir aussi. Le premier livre qui m'a cassé les pieds, c'est celui-ci. Ça s'appelle La disparition des Lucioles de Denis Roche. Alors c'est un mélange de textes, d'essais, de fiction, et d'images commentées sur l'acte photographique. Le seul problème, c'est que on y bite que dalle. Pourtant j'ai lu du Kant et du Hegel, hein, les trucs un peu bourrus, j'ai l'habitude, mais Denis Roche, il m'a complètement perdu. En fait, j'ai lu le livre, je l'ai posé, et après je me suis dit, tiens, de quoi ça parlait en fait? Vous voulez un extrait? Les appareils photo, comme les machines à écrire, sont des machines à fabriquer des leurres et des ex-voto, c'est-à-dire la même chose. Ils sont à la fois proie et heure, sens et cible. Serait-ce que nous nous livrons, chemin faisant, au plus grand doute expérimental qui soit? Doutons-nous avec tant de certitude que nous sommes prêts à répéter ce doute à l'infini, et qu'en somme nous en serions arrivés à nous faire une raison irréversible de ce doute à exposant infini? Ce genre de doute ne serait alors ni impiété, ni sacrilège, ni crime, mais une transition où l'homme se remettrait à chaque fois, à chaque reprise, à chaque frappe, à chaque avancée de ses chariots et de ses bobines dans ses pas, dans sa propre marche à lui, entre terre et ciel et jour et nuit? Non, non, sérieusement. Enfin, je veux dire, en commentaire, dites-moi ce que ça veut dire. Expliquez-moi, je comprends pas. J'ai l'impression que l'alcool était pas cher, le papier et l'encre non plus, et que Denis Roche, il y a été, franchement, sur les trois. Je ne vous en lis pas plus, et je ne vous invite pas non plus à le lire. Alors, le deuxième livre qui m'a cassé les pieds, c'est celui-ci, L'homme photographique de Michel Friso. Ce livre, c'est un recueil de tous les essais qu'a écrit Michel Friso, je crois, dans sa vie, ou au moins depuis le CE1, sur la photographie, dans un seul pavé énorme de quasiment 600 pages. Encore une fois, j'ai rien contre le fait de lire des trucs longs, hein, voilà. Mon livre préféré, c'est Le Seigneur des Anneaux. Mais ce livre, il a failli venir à bout de ma patience. J'ai mis plus de 2 ans à le lire, je crois. Je suis parti 2 fois en vacances avec, pour l'avancer un petit peu. Je l'ai déménagé au moins 2 fois, et avec ça, je l'ai toujours pas fini. En fait, chaque essai commence par un petit résumé de l'essai en question, et après, il y a le texte, et à la fin, j'ai lu que les résumés pour voir si les essais allaient m'intéresser. Surprise, non. Du coup, je l'ai pas terminé. C'est un des rares livres de la bibliothèque que j'ai pas fini. Et en fait, c'est hyper dommage parce que le livre, du coup, il est très inégal. Il y a des essais qui sont brillants et hyper intéressants, et d'autres qui m'ont cassé les pieds et qui avaient strictement aucun intérêt. Enfin, vraiment, j'ai l'impression d'avoir perdu du temps à lire ça. Pour vous donner un exemple, il y a un des essais du livre qui était hyper intéressant et qui parlait de Man Ray et des vrais faux Man Ray qu'il avait eu à une époque. J'avais trouvé ça génial, j'ai voulu en faire un article, mais en fait le bouquin m'a tellement saoulé que je n'ai pas réussi à le rechercher, le rouvrir pour en faire un billet. Donc je vous raconte l'histoire parce que j'en parlerai jamais nulle part maintenant. En fait, Man Ray, c'est un photographe naturalisé français, il vient d'Europe de l'Est, j'ai oublié d'où il venait, mais bref. C'est un photographe qui cote très cher sur le marché, et au début des années 2000, je crois 90-2000, il y a des vrais faux Man Ray qui sont apparus sur le marché, c'est-à-dire il y a des tirages de Man Ray qui ont été vendus et achetés par un collectionneur, et ils étaient non répertoriés jusque-là, inconnus, ils étaient un peu différents des tirages de d'habitude. Pourtant c'était le même papier et les images avaient été tirées à partir des négatifs. Et on a mis un peu de temps à comprendre qu'en fait c'était des faussaires qui avaient récupéré des internégatifs, ça s'appelle, donc des copies de négatifs, ça se faisait à l'époque, et qui avaient retiré des images sur du papier, pas d'époque, mais un papier réédité. C'est-à-dire que, alors je sais plus quelle était la marque de papier, on va dire Ilford, mais c'est peut-être pas eux. Donc la marque, disons Ilford, ils ont refait un papier vintage, comme à l'époque, avec les mêmes propriétés. Du coup, les faussaires, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris ce papier, ils ont pris les inserts négatifs de Man Ray, et ils pouvaient faire des parfaits faux Man Ray, vu que c'était le même papier, le même négatif. Ils se sont fait griller, parce que le cadrage correspondait pas exactement à comment Man Ray cadrait ses tirages à partir de ses négatifs. Donc, des experts ont trouvé que c'était bizarre que Man Ray, il aurait jamais fait ça comme image, mais à part ça, on était vraiment proche des originaux. Et ça posait une question hyper intéressante sur c'est quoi finalement un vrai tirage. Si c'est fait avec le même négatif, avec le même papier et que ça a la même tête qu'à l'époque, est-ce que c'est aussi bien qu'à l'époque? Je trouvais ça hyper intéressant. Sur la trentaine, je pense, d'essais, il y en a quelques-uns comme ça qui m'ont vraiment plu, mais le reste, un chemin de croix, quoi. Un chemin de croix, j'ai souffert. J'en dors pas encore la nuit, des fois. Le livre suivant qui m'a cassé les pieds, c'est celui-là. Tadam! C'est cet énorme bouquin sur Araki de chez Taschen.
Alors généralement j'adore ce que fait Taschen. Alors je crois que je l'ai eu en solde et je suis content de l'avoir eu en solde. C'est le livre qui m'a dégoûté d'Araki. En fait, Araki c'est un photographe que jusque-là j'aimais bien, jusqu'à temps de lire le livre. J'en avais parlé déjà sur la chaîne, je crois, sur la vidéo sur la photographie de l'intime, parce qu'il a photographié son voyage de noces et la mort de sa femme, et j'avais trouvé ça poignant et très fort. Et en creusant plus dans son œuvre, je me suis rendu compte que ça me faisait grave chier, en fait, ce qu'il faisait. Déjà, la photographie d'Araki, c'est un bordel sans nom. Je crois qu'il a édité près de 800 bouquins. En gros, il termine une pellicule, il t'en fait un livre. On est à peu près sur ce ordre d'idée-là. Alors, il y a au tout début de sa carrière où il les faisait à la photocopieuse, etc. Mais en fait, il en produit vraiment beaucoup et vraiment sans tri, en fait. Araki, c'est quelqu'un qui va se photographier tout nu, après il va photographier son chat, après des femmes japonaises attachées. Alors dans le livre, il y a quand même beaucoup de femmes japonaises attachées. Ensuite, il y a des trucs un peu sexuels, il va photographier sa bouffe, lui qui mange avec une gamine. Et en fait, tout ça, ça manque d'un fil conducteur, et moi j'ai vraiment du mal avec ça, quoi. J'ai vraiment du mal avec les photographes qui vont pas trier leur travail et qui vont pas me présenter une œuvre intéressante, quoi, enfin construite. Un bon album de rock, genre Nevermind de Nirvana, c'est voilà, il y a tant de morceaux, ça commence, ça termine, c'est uniforme et ça claque et c'est lourd et ça a une cohérence et un sens. C'est pas un bout de toutes les riffs de guitare que j'ai joué toute ma vie avec les bonnes idées que j'ai eues pendant que je les ai enregistrées. Putain, faites votre travail de tri, les mecs. Et ça, c'est pas un problème que j'ai avec lui, et ça va un peu plus loin que ça. Par exemple, c'est le problème de Gary Winogrand, photographe de rue. Il a laissé des centaines de milliers d'images derrière lui après qu'il soit mort, peut-être même des millions. Il a photographié énormément, il y en a plein qui sont pas développés, et du coup c'est le bordel. C'est le bordel parce que déjà faut développer, trier et archiver tout ça, et ensuite qu'est-ce qu'on en fait? On peut pas vraiment connaître son œuvre parce qu'on verra jamais tout. On peut voir que ce que lui il a décidé de montrer à un moment, mais ça représente pas l'intégralité de son travail. Il y a un vrai problème ensuite pour comprendre l'œuvre de ces photographes. Je trouve que ça les dessert plus qu'autre chose. Et ça se retrouve chez d'autres. Alors j'en ai parlé dans ma vidéo sur Viviane Meyer, dans son cas ça me pose aussi problème. Je vous mets un lien par ici. Et c'est aussi ce qu'a fait par exemple William Eugene Smith pour son projet à Pittsburgh. Donc il photographiait cette zone industrielle. De mémoire il a été envoyé par Life, je crois, ou Magnum, je sais plus. Mais en gros il a été mandaté pour travailler sur place et il a pété les plombs. Il a pété les plombs sur la quantité. Il a produit beaucoup trop d'images, il a mis du temps à les livrer, il en a produit trop pour pouvoir les publier. Il y avait un projet de bouquin et il avait fait une sélection de 2000 images pour le livre. Énormissime, 2000 images. Et en fait, du coup, ça n'a jamais vraiment abouti. Il en a produit tellement qu'on n'en verra que des extraits. C'est Ted Forbes de la chaîne The Art of Photography qui avait dit que le travail de Eugene Smith, c'était une cathédrale qu'on voyait que de l'extérieur. On ne verra jamais tout complètement. Et c'est vraiment ce problème que j'ai avec les gens, enfin les photographes qui produisent beaucoup, et trient pas, et du coup je trouve qu'après c'est le bordel, et Araki ça en fait partie. Et ça m'a vraiment dégoûté de son travail. Alors le livre suivant, c'est Louons donc maintenant les grands hommes de James Hagee et Walker Evans. Alors, faut que je vous parle un petit peu de ce livre et d'où il vient. Walker Evans, il a travaillé pour la FSA, la Farm Security Administration, pour faire des photographies durant la crise du Dust Bowl. En gros, très simplement, il y a une grosse sécheresse aux États-Unis, et il a été envoyé dans le sud pour photographier les gens dans le besoin, etc. Et ces photographies, elles ont abouti au livre American Photograph, qui est là, et qui est un des... Je pense que c'est un des plus beaux livres sur la photographie que j'ai vu. Après, j'en ai vu beaucoup, et c'est un peu compliqué d'être définitif comme ça, mais c'est vraiment un travail exceptionnel, ce bouquin. Donc ça, il est sorti en 1938, et en 1941, il a sorti ce bouquin qui était en anglais « Let's Not Pray the Famous Men ». Donc il y a des photographies d'Evans au début, une soixantaine, et ensuite il y a un grand texte de Hagee sur la pauvreté et les conditions dans lesquelles vivaient ces gens dans le sud des États-Unis à l'époque. Ça c'est pour le contexte global. À cause de ce que je vais vous raconter, j'ai été obligé de lire des parties du texte en anglais, et ça me semble intéressant. Ça me semble bien écrit, ça me semble compréhensible, et voilà. Je l'ai pas lu en entier, mais on y arrive. Le problème de ce bouquin-là, c'est la traduction. Très sérieusement, plomb, allez vous faire foutre. J'ai payé ce truc-là 25 €, j'ai envie de m'en servir pour aller taper le mec qui l'a traduit. C'est vraiment mal traduit, à tel point que ça perd son sens en fait. Du coup, le livre est illisible parce qu'il est traduit avec les pieds. Alors je sais pas si c'est un Malaisien qui a fait ça à l'autre bout du monde, ou si c'est un Google Trad low cost, mais je trouve ça vraiment lamentable qu'une maison d'édition comme ça fasse un bouquin et le vende sans juste relire que ça ait un sens, quoi. Quand on compare le texte original à la traduction, il y a plein de mots qui se perdent et ça ne se comprend plus. Je vais prendre un exemple. Lui-même, néanmoins, était entièrement de la région. Un propriétaire terrien à l'aise, de moyenne importance, ressemblant un peu plus au fermier à la tâche que la plupart de ses confrères. Jusque-là, ça va. Il conduisait une conduite intérieure tannée, tout à fait le genre de voiture que possède dans le Nord un ouvrier d'usine.
et me montrer à quel point c'était sans espoir d'exploiter le coton sur la terre d'Intel, qui s'était mis en tête qu'on ne peut s'en tirer avec des engrais de second ordre, mais qu'ici, oui, fameux, dans cette porche de terrain, sur cette bosse qui, de façon ou d'autre, était arrosée par toute la pluie du pays, quoique ce ne soit pas un avantage pour le coton dans une année humide ou même moyenne, mais c'était bon dans une année de sécheresse comme celle-ci. Pourtant, son propre coton, à part une parcelle de terrain vers le bas, il ne pouvait pas dire si ce serait une année très bonne ou très mauvaise. Enfin, c'est comme ça, de toute façon, faut y aller. Une conduite intérieure tannée. Une conduite intérieure tannée. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Dans le texte original, alors je ne vais pas vous le ressortir, mais la traduction c'était « il conduisait une berline la couleur un peu brune en fait, quelque chose comme ça. Mais tan c'est bronzé en anglais, un peu. Mais une conduite intérieure tannée, ça n'a aucun sens. Alors, il y a aussi un passage un peu plus loin où je me suis rendu compte qu'il y avait un problème, où il dit « un tel dansait d'un pied sur l'autre et souriait mal à l'aise. Cependant que, mal à l'aise, un de ses compagnons riait, et les autres se réfugiaient, visage de bois, dans la sécurité d'une surdité prétendue. » Visage de bois. Google Trad, franchement. Enfin, le dernier livre dont je voulais vous parler, c'est celui-ci. Et je vais devoir le remettre dans la bibliothèque, et c'est pour ça que je l'ai choisi. Je vous explique. Alors, je le remets dans la bibliothèque parce qu'il est méga lourd, et c'est le problème de ce bouquin. C'est un livre qui résume tout le travail de Gregory Crutzen, sur lequel on a fait un épisode d'Incroyable photographe avec Laurent, qui est par ici, je sais plus où. Donc c'est un des livres les plus chers que j'ai, je crois que j'ai dû le payer 135 €. Il est vraiment magnifique, les textes sont trop bien, les reproductions sont trop bien, on comprend hyper bien le travail de Crutzen en le lisant. Le seul problème que j'ai avec, c'est que ce bouquin fait plus de 4 kilos. C'est-à-dire, sur le colis que j'ai eu quand je l'ai reçu, le poids est entre 4 et 5 kilos. C'est quoi ce livre? Il est hyper lourd, et du coup, c'est jamais confortable à lire. C'est-à-dire, vous pouvez pas le lire dans un livre, c'est toujours chiant à manipuler. Alors, je sais que je chipote, parce que vraiment, la Martinière, ils ont fait un excellent taf, mais quel monstre! Bon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et m'avoir écouté me plaindre un petit peu. Si vous voulez vous joindre à moi et me partager aussi les livres que vous avez le moins aimés en photographie, bah, c'est le moment de m'en parler, hein. C'est la vidéo où on peut se lâcher un peu sur le sujet. D'ailleurs, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner. En parlant de bouquins, je vous mets aussi un lien vers mon livre qui s'appelle 10 outils indispensables pour votre projet photo, qui vous aidera beaucoup. J'espère qu'il n'est pas aussi chiant à lire que ce que je viens de présenter, mais vous me le direz. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.